Donc, nous sommes sur la deuxième partie de la conscience. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va voir l'éther, la matière supralumineuse, les champs. Voilà, on se pose ces questions-là. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu veux te présenter? On te connaît déjà très bien parce qu'il y a déjà eu pas mal de conférences pour ceux qui les ont déjà vues. Et en quelques mots. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Pour me présenter, écoutez, j'ai été kinésithérapeute et puis mes résultats étant très limités sur le plan clinique, et mon but étant l'efficacité, donc j'ai fait 4 écoles d'ostéopathie. Et puis, comme ça suffisait pas, j'ai fait une école d'acupuncture. J'ai enseigné le Qigong une vingtaine d'années. Et ça me suffisait toujours pas. Alors, j'ai fait ma propre recherche, inspirée au début par simplement le ressenti et l'intuition. J'avais des résultats cliniques qui étaient assez spectaculaires, mais certaines personnes me disaient qu'elles aimeraient comprendre pourquoi et comment ça fonctionne et que ça les rassurerait beaucoup. Alors pour ces personnes-là, je me suis lancé dans la recherche et je me suis lancé dans l'étude de la physique quantique, de l'épigénétique, de la biophotonique, ce qui fait que ce soir, moi, je suis là pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Cette nouvelle technique que j'ai mise au point qui s'appelle la libération holographique du cœur péricarde. Voilà, et donc là, on va commencer par faire un petit résumé des deux précédentes conférences, c'est ça? Oui, simplement faire un petit résumé qui montre le cheminement d'une conférence à l'autre. Donc, toutes les conférences que j'ai faites avec toi, Gwénoline, elles sont sur mon site en page d'accueil et elles sont dans l'ordre précis. Et donc, cet ordre précis, c'est intéressant de les voir dans l'ordre puisqu'il y a une démarche logique. Et donc, en fait, le but, c'était, on voulait en finir avec les problèmes. On parlait de douleur, de tension, d'isolement, de manque, de dépendance, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que plutôt que de lutter contre les problèmes, c'était bien intéressant d'œuvrer pour ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire le bien-être et la santé. Et donc, contrairement à la médecine officielle, le but, c'est pas l'absence de pathologie, c'est pas l'absence de problème, mais c'est bien le bien-être et la santé. Et donc, on est arrivé à cette conclusion après l'étude de la physique quantique pour comprendre ce que c'est que la réalité. Et quand on comprend ce que c'est que la réalité, eh bien, on peut effectivement en déduire un mode d'emploi, c'est-à-dire des buts et des stratégies pour arriver là où on souhaite aller. Alors, le but étant le bien-être et la santé, les stratégies, ça consiste à faire circuler l'information, parce que dès que la circulation de l'information s'arrête, eh bien, c'est là que commencent les problèmes. Et si on rétablit la circulation de l'information, tout s'améliore. Donc, effectivement, la stratégie pour atteindre le bien-être et la santé, c'est faire circuler l'information. Et on a vu que le stress aboutissait à la sécrétion d'hormones de stress qui coupaient la circulation de l'information entre la cellule et le champ de conscience. Et donc, notre stratégie consiste à reconnecter ces cellules. Et donc, pour reconnecter ces cellules, on avait vu que, il fallait agir pour que le comportement des cellules change, puisque les hormones de stress font que les cellules se ferment et diminuent de volume. Eh bien, nous, on voudrait que ces cellules augmentent de volume et s'ouvrent de manière à ce qu'elles soient à nouveau reconnectées au champ de conscience. Et pour obtenir ce résultat, eh bien, on avait vu que si on agissait sur les cellules directement, c'est-à-dire sur la matière, ça ne marchait pas, et que pour que ça fonctionne, il fallait agir sur le champ morphogénétique de l'organe à traiter. Et donc, on s'était demandé, une fois qu'on avait défini les stratégies, quel était l'outil, et on a vu que la seule chose qui fonctionnait, c'était le signal, c'est-à-dire l'information. Alors, on s'est demandé à un moment donné quel type d'information on voulait, quel type de signal, et on avait vu que le signal chimique, c'était pas l'idéal, mais que c'était le signal électromagnétique qui était l'idéal. Alors, on avait toutes les preuves par rapport à ça. Alors, évidemment, puisqu'on utilise l'information avec les ondes électromagnétiques, on avait exploré aussi quelles étaient les machines qui transféraient des informations par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques. On avait vu qu'il y avait des petites merveilles, notamment en biophotonique. Mais on est arrivé à la conclusion que ces machines pouvaient être programmées à notre insu.
Et je préférais donc, moi, me passer des machines et donc finalement envoyer de l'information au champ morphogénétique que je souhaite traiter directement avec ma conscience. Autrement dit, effectivement, c'est une conscience qui va agir sur une conscience avec l'information. Et donc, le but de l'opération, c'est d'apporter les informations positives et de retirer les informations négatives. On avait vu aussi qu'il fallait ça, pour être efficace, satisfaire les 5 principes de la physique quantique. Et donc, là, on arrive à un résultat. Alors, le problème, c'est que, OK, on va agir en tant que conscience sur la conscience, mais ça amène le problème de qu'est-ce que c'est que la conscience, comment ça fonctionne, c'est quoi le mode d'emploi. Alors, évidemment, on va être obligé de se poser ces questions. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Où est la conscience? Et lors de la dernière conférence, eh bien, on s'était demandé si elle était dans le cerveau. On avait vu que non, pas du tout. Le cerveau, c'était simplement un émetteur-récepteur et que, par contre, on s'était posé la question de l'eau et on avait vu qu'effectivement, l'eau avait un rôle important dans la conscience. Alors ça, c'était la conférence précédente. Aujourd'hui, on va voir qu'effectivement, il y a l'eau, mais c'est pas que l'eau, c'est aussi donc le champ et donc le champ d'information. Alors, le champ d'information, on va explorer un petit peu ce soir ce champ d'information. Donc, voilà la conférence de ce soir. Donc, la conscience et les champs. Est-ce qu'il y a un champ? Est-ce qu'il y a plusieurs champs? On l'appelle parfois le champ d'information, d'autres fois le champ du vide quantique, d'autres fois le champ de l'univers. Ben, ce soir, on va regarder de plus près ce que c'est que le champ. Voilà, pour la présentation. Parfait, merci beaucoup. Donc, on peut commencer. On a plein de coucou, plein de bonjours. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc, il faut que je m'habitue un petit peu. Donc, simplement, les nouvelles sciences soulignent l'importance du champ, et notamment, donc, ça, c'est la physique quantique. Et donc, pour comprendre le comportement d'une cellule, il est nécessaire de faire de la physique quantique, et quand on fait de la biologie cellulaire et de la physique quantique, et ben, ça donne la nouvelle biologie, qui est l'épigénétique. Et donc, tous les nouveaux scientifiques vont dans cette direction-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un ou plusieurs champs individuels? Est-ce qu'il y a des champs individuels, des champs de conscience? Est-ce qu'il y a des champs collectifs? Est-ce qu'il y a donc il y a un champ de l'univers, le champ du vide quantique? Alors, toutes ces questions-là, ben, on va essayer d'y répondre ce soir. Alors, pour l'instant, j'en suis au fait que, effectivement, si on veut parler de conscience, il y a l'eau, donc il y a l'interface entre le champ du vide et la cellule. Il y a les photons qui transportent l'information entre les cellules. Et il y a la membrane cellulaire qui traite l'information. Alors, voilà un peu la synthèse de ce que j'ai compris jusqu'à présent. Et maintenant, on va se poser la question des champs de conscience. Et finalement, je vais vous présenter ce soir un peu une enquête que j'ai faite sur la conscience. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'est que la conscience, mais avec cette enquête, je commence à avoir une approche. Et ce que je me suis intéressé, c'est à tous les gens qui parlent de conscience. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là à propos de la conscience? Alors, donc, on va voir que on va parler d'ondes électromagnétiques, on va parler d'éther à propos de conscience, on va parler de matière superlumineuse, de champs morphogénétiques, de champs de conscience en hiérarchie gigone, des corps subtils de la traduction védique en Inde et du champ du vide quantique. Alors, tout ça, tous ces mots qui sont différents parlent probablement de la même chose. Donc, on va commencer tout simplement par ce que nous dit Nassim Haramein, qui est physicien et qui dit que chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher l'animateur dans le poste de radio. Au fait, effectivement, la conscience n'est pas dans le cerveau, de la même manière que l'animateur n'est pas dans la boîte, mais il est dans les ondes électromagnétiques qui sont autour de la radio. Donc, le cerveau, c'est comme un poste de radio dont l'antenne est connectée avec un champ d'information et qui échange de l'information avec ce champ.
Donc, voilà un petit peu. Le champ de l'information, on l'appelle aussi esprit, on l'appelle conscience, on les appelle champ électromagnétique. Voilà, donc, on va maintenant regarder de plus près de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par l'éther. Est-ce que le champ de conscience, c'est ce que certains appellent l'éther? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'éther, notamment des gens intéressants. Ça a commencé avec Aristote, c'est quand même 384 avant Jésus-Christ. Et c'est le premier à avoir parlé d'éther. Et Aristote décrit l'éther comme le plus noble élément céleste. Plus tard, il désigne ça comme le 5e élément. Voilà, donc ça c'est Aristote. Après, la personne marquante qui va parler de l'éther, c'est donc la tradition hindouiste avec Vivekananda, qui est un sage hindouiste, et qui parle d'Akasha. Alors, quand il parle d'Akasha, il dit que tout comme l'Akasha est la substance infinie et omniprésente de cet univers, de même, le prana est la force infinie ou omniprésente qui s'y manifeste. Prana est l'énergie. Akasha serait le support des mémoires. Donc, si on parle de conscience, on parle effectivement de mémoire. Et il faut bien un support pour stocker les informations. Et donc, Akasha, ce serait en relation avec le karma. Donc, toutes nos actes, toutes nos pensées seraient inscrites dans l'éther, dans ce champ akashique. Voilà. Donc ça, c'est la version de Vivekananda. Et il y a une personne qui est assez intéressante aussi, qui s'appelle Nikola Tesla, puisqu'il est à l'origine, il a fait des choses extraordinaires et c'est grâce à lui qu'on vit dans un monde moderne et technologique aujourd'hui. Eh bien, il se trouve que Nikola Tesla connaissait Vivekananda et qu'il avait à peu près les mêmes compréhensions que Vivekananda sur la conscience et notamment sur l'Akasha. Donc, simplement un petit rappel, quand même Tesla, c'est le plus grand inventeur des temps modernes. Il a environ 300 brevets. Donc, il est connu pour avoir découvert le courant continu, le courant alternatif, les hautes fréquences. C'est lui qui a mis au point la télécommande, la télégraphie sans fil, etc. Et donc, si on a nos ordinateurs aujourd'hui, les téléphones portables, c'est grâce à lui. Donc, il a eu des petits problèmes parce que il voulait faire profiter de ses découvertes à tout le monde et ça n'a pas plu aux gens qui étaient au sommet de la hiérarchie. Donc, le pauvre, il a terminé sa vie, c'est mal terminé puisque tous les gens qui payait en fait qui le payait pour ses recherches l'ont laissé tomber et il a fini complètement seul et couvert de dettes. Alors, il y a des inventions qui ne sont pas apparues et notamment, il avait mis au point une manière de transporter l'électricité sans fil. Et donc, évidemment, la personne qui le payait, lui, fabriquait des câbles électriques. Alors évidemment, on comprend pourquoi il n'a pas été soutenu dans ce genre de recherche. Mais rappelez-vous aussi l'énergie qui est dans le vide. L'énergie du vide, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que dans 1 cm3 de vide, il y avait une masse plus importante que dans… Disons que l'énergie du vide est tellement dense, le vide est tellement dense, que si on mettait toute la matière de l'univers dans un compacteur et qu'on la compactait pour qu'elle fasse 1 cm3 de vide, eh bien, ce serait plus léger qu'1 cm3 de vide. Alors, donc, c'est comme E égale mc2, ça veut dire que dans l'énergie, dans le vide, il y a une masse, il y a une quantité d'énergie qui est incroyable. Dans 1 cm3 de vide, il y a assez d'énergie pour faire vivre l'humanité pendant des siècles et des siècles. Donc, cette énergie, évidemment, peut-être d'autres n'ont pas intérêt à ce qu'on accède à cette énergie libre, cette énergie du vide, mais Nikola Tesla avait commencé des recherches dans ce sens-là. Apparemment, ça a gêné.
Donc, voilà, un petit peu pour présenter Tesla. Tout ça pour dire que Tesla nous parle aussi de l'éther. Et donc, la substance primordiale qu'on appelle akasha ou éther, donc il l'appelle akasha ou éther phosphore lumineux. Ils sont activés par un don de vie sur lequel agit le prana avec l'énergie créative et qui donne vie à toute chose et tous les phénomènes. Alors ça, c'est ce que nous dit Nikola Tesla. Et je suppose que s'il le dit, c'est qu'il a quelques raisons de le dire. Donc, l'importance de l'éther pour des gens qui sont quand même, qui ont donné quelques preuves de leur capacité. Alors, quand on parle d'éther aussi, on peut parler aussi des mémoires akashiques et de l'éther. Et ça, c'est l'ésotérisme occidental qui en parle avec Elena Blavatsky. Et qu'est-ce qu'elle dit par rapport à l'éther, puisqu'on essaye de comprendre ce que c'est que la conscience, donc ce que c'est que l'éther et l'akasha. Et elle dit, c'est sur les indestructibles tablettes de la lumière astrale. Alors, on parle de lumière astrale. Donc, est-ce que la lumière astrale, c'est l'éther et l'akasha? Eh bien, c'est sur ces tablettes de la lumière astrale qu'est imprimée la représentation de chaque pensée que nous formons, de chaque acte que nous accomplissons. Alors, la lumière astrale seule peut nous dévoiler tous les secrets de la nature. Et donc, on revient à donc, la tradition des hindouistes. Apparemment, on parle de la même chose. Donc, toujours dans l'ésotérisme occidental, on a un théosophe qui s'appelle Charles Webster Leadbeater qui nous dit que dans la pensée théosophique, tout être a la faculté de vibrer et c'est cette vibration pouvant être perçue et enregistrée qui peut être perçue et enregistrée dans les annales akashiques. Donc, on parle de vibration, on parle d'ondes électromagnétiques, on parle d'information, évidemment. Et puis, il y a des êtres humains qui se sont intéressés donc à cet éther, à ces annales akashiques, et qui ont trouvé moyen de connecter ces annales akashiques pour communiquer avec, et notamment un Américain qui s'appelle Edgar Cayce, qui est assez connu, et qui, sous état d'hypnose, pouvait se brancher sur les annales akashiques et pouvait en tirer des informations qui étaient extrêmement précieuses, puisque grâce à ces informations, il a fait des guérisons qui étaient tout à fait étonnantes. Et donc, je vous conseille d'aller lire ces livres qui sont très intéressants. Et donc, ces livres aussi donnent quelques pistes par rapport aux causes de certaines pathologies qui remonteraient à des vies antérieures. Donc, ça peut être très, très intéressant et je vais m'en servir, moi, effectivement, dans la libération holographique du cœur péricarde. Et puis, une autre personne s'est intéressée donc aux annales akashiques, qui s'appelle Daniel Meroy, il est assez connu. Et donc, lui, il a fait ce qu'on appelle des voyages astraux, des sorties astrales du corps. Et donc il est allé dans les annales akashiques et il a pu reconstituer des faits historiques et il a écrit plusieurs livres là-dessus. Et je vous conseille de lire ces livres, ils sont très bien écrits. Et ça peut être très intéressant, en tous les cas, comme approche de la conscience et de l'utilisation qu'on peut en faire. Alors, après, on passe à Raymond Moody, qui a écrit des livres sur la vie après la vie, et qui lui parle de champ de conscience, d'éther, de corps éthérique, mais il appelle ça un substrat. Et donc, ce substrat, qui n'est pas le corps physique, dans le cas de la mort ou d'une expérience de mort clinique, va vivre une aventure très particulière. Donc, il a fait une enquête systématique sur les expériences vécues par ces gens qui ont été réanimés après avoir été tenus pour cliniquement mortes. Hein. Et donc, il relate que, statistiquement parlant, eh bien, tous ces gens-là qui sont revenus de la mort disent à peu près tous avoir vécu tous la même aventure, tous la même chose. Et donc, cette aventure, elle peut se résumer à quelques
quelques points extrêmement précis, notamment quand la personne est dans un état de mort clinique. Elle se rend compte, elle est toujours là, mais donc elle se rend compte qu'elle ne peut pas parler avec des vivants. Ça, c'est la première expérience qu'on fait avec cette expérience de substrat. En tant que substrat, donc très souvent les gens entendent le verdict du médecin qui annonce le décès, donc ils sont au courant qu'ils sont morts, et ils ont un ressenti très particulier puisqu'ils ressentent la paix et le calme. Ça, c'est aussi le troisième point qui est vécu par la plupart des gens qui vivent ce genre d'expérience. Et puis, ils ressentent comme un bruit et un bourdonnement dans l'oreille. Le cinquième point, c'est qu'ils arrivent tous dans un tunnel obscur. Dans le sixième point, qui est commun à pratiquement tous ces gens-là, eh bien, ils se sentent sortir de leur corps physique et ils regardent leur corps comme un spectateur. Et donc, dans leur nouveau corps, qu'on appelle substrat, donc, eh bien, ils se rendent compte qu'ils peuvent traverser la matière, nouvelle perception de l'espace et du temps. Alors, est-ce que c'est ce que les gens appelaient les fantômes dans l'Antiquité? Peut-être, pourquoi pas. Et dans le septième point, dans ce couloir, ben, ils rencontrent d'autres êtres qui sont décédés, et notamment leurs parents, des amis, qui viennent les voir pour les accueillir. Ça, c'est le septième point. Le huitième point, ben, c'est qu'il y a dans ce couloir des êtres de lumière, et donc ils sont dans un état de béatitude. Le neuvième point commun à tous ces gens qui vivent une expérience de mort clinique, c'est qu'à un moment donné, donc, ils ont comme un film, où comme une vue panoramique de tous les événements de leur vie qui défilent, et donc ils peuvent justement faire un bilan par rapport à ça. Le dixième point de cette expérience de substrat, c'est qu'ils arrivent à la frontière d'où il n'y a pas de retour entre la vie et la mort, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas la franchir, et d'un seul coup, ils se sentent aspirés et ils réintègrent leur corps physique. C'était le 11e point. Donc voilà un petit peu une autre manière de voir la conscience. En tous les cas, tous les gens qui parlent de la conscience nous ramènent des choses assez intéressantes. Effectivement, il y a aussi des physiciens qui parlent d'éther, et notamment Albert Einstein. Alors, quand il était au niveau de la relativité restreinte, il pensait que l'éther n'existait pas, mais quand il est arrivé à la théorie de la relativité générale, eh bien, il a été vraiment convaincu que l'éther existait. Donc, il dit, beaucoup d'arguments étayent l'hypothèse de l'existence d'un éther. La négation de l'éther impliquerait que l'univers vide n'aurait aucune propriété physique. Les bases fondamentales de la mécanique contredisent cette affirmation. L'univers a des propriétés physiques. Dans ce sens, il existe un éther. Et donc, il continue de nous dire que un espace sans éther est impensable, parce que s'il n'y avait pas d'éther, il n'y aurait pas de propagation de la lumière, il n'y aurait pas de possibilité d'existence pour un espace et un temps standard mesuré par les horloges, et que par conséquent, ni par conséquent pour les intervalles d'espace-temps dans le sens physique du terme. Donc Einstein décrit les relations entre éther avec les interactions gravitationnelles et électromagnétiques. Les particules de matière qui influent sur l'éther, relativistes, sont considérées comme des condensations du champ électromagnétique. Donc voilà ce que nous dit Albert Einstein. Alors, il y a quelques questions. Je ne sais pas si c'est intéressant de faire intervenir les questions entre deux ou si tu veux aller Ah, d'accord. OK. Super. Ouais. Donc, déjà, il y a Catherine qui dit bonsoir à vous deux, gratitude. Et donc, nous avons Pascal qui nous dit oui, il serait intéressant de faire la lumière entre électromagnétisme et énergie. Ça, c'est par rapport à ce que tu disais au début. Et oui, on a besoin. Il y a beaucoup de gens qui emploient des mots et qui ne donnent pas la définition des mots qu'ils emploient. Alors, effectivement, c'est un petit peu gênant à cause de ça. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de faire une enquête, hein, parce que là, moi, ce que je fais, je ne sais pas si ce qui se passe là. Est-ce que vous avez toujours le diaporama? Non, en fait, il faut. Voilà, on l'a de nouveau. C'est parfait. C'est très bien. Voilà, donc c'est justement pour ça que je fais cette enquête. Vous voyez que beaucoup de personnes emploient des mots complètement différents pour décrire la même chose.
Et donc, moi, j'essaie de m'y retrouver dans ce labyrinthe, en fait. Hein. C'est un peu ça que je présente ce soir. Ok, et puis pour ceux vraiment pour qui c'est important, regardez toujours, quand vous ne connaissez pas un mot, la définition sur Internet ou où vous voulez dans un dictionnaire. Quoi qu'il se passe, que ce soit en conférence ou dans un livre, regardez toujours un mot que vous ne connaissez pas. Alors, le seul petit souci, c'est qu'il n'y a pas de définition scientifique de la conscience pour le moment. Il y a plein on parle d'électromagnétisme et d'énergie. Oui. Alors, oui, donc, quelle est la différence entre l'énergie, l'information, etc., etc. On a commencé à répondre à ces questions un petit peu, mais d'accord. Bon, entre l'électromagnétisme, par contre, ce qu'il faudrait plutôt, c'est différencier. Il y a deux grandes forces, d'après Nassim Haramein, dans l'univers. C'est l'électromagnétisme, qui correspond à une expansion. Et donc, il y a l'effet gravitationnel qui correspond à un effondrement. Et donc, ce sont les deux grandes forces de l'univers. Donc, voilà. Alors, juste pour donner une information supplémentaire, quand je regarde sur Internet l'électromagnétisme, donc dans le Larousse, c'est marqué « partie de la physique qui traite des relations entre l'électricité et le magnétisme ». Donc, comme ça, on a quelque chose de précis. Après… Donc, les deux, oui, ce qui n'empêche que les deux grandes forces de l'univers sont les forces gravitationnelles et électromagnétiques. Mmh. Voilà, donc ça, on verra ça peut-être avec précision dans la conférence sur Nassim Haramein, qui sera la prochaine conférence. D'accord. On va étudier le vide quantique, justement. Ok, super. Et donc, nous avons Zuzman qui nous dit « D'après vous, les réalisations de Tesla sont-elles dues à son côté mystique ?» Tesla était mystique et comme je le disais il y a quelques minutes, là, effectivement, il connaissait très bien Vivekananda, il était très connecté sur la spiritualité et donc la plupart de ses recherches qui ont abouti à des choses vraiment concrètes et extraordinaires sont basées sur ses connaissances spirituelles. Je te remercie. Donc ça, c'était d'après ton point de vue. Donc, oui, de toute façon, tout ce que je dis, c'est mon point de vue. Voilà. Et Juste Sage qui nous dit JP, peux-tu faire le rapport avec cette frontière entre la vie et la mort et l'univers manifesté? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Peux-tu faire le rapport avec cette frontière entre la vie et la mort et l'univers manifesté? J'avoue que je ne comprends pas tout à fait la question. Alors, Juste Sage, est-ce que tu peux reformuler ta question comme ça, d'une manière simple et efficace, et comme ça, on pourra y répondre. Je préfère ne pas répondre plutôt que de dire n'importe quoi. Alors, donc, si je comprends la question, peut-être que je vais pouvoir donner une réponse. Oui, c'est très bien. Hein, voilà. Donc bienvenue, il n'y a pas de problème pour les questions. Alors, là, il a reformulé la question. Comment déterminer la frontière entre la vie et la mort dans un univers infini avec la totalité des longueurs d'onde? Ou serait-ce la limite au spectre lumineux visible? Pour moi, j'ai pas envie de répondre un petit peu à côté de la question parce que la question de la vie et de la mort, c'est une question d'identité. Si vous vous identifiez à votre corps, évidemment, il y a une vie et une mort. Hein? Et donc, la fin de la vie, c'est la fin du corps physique, c'est la mort du corps physique. Maintenant, si vous pensez que vous êtes la conscience, il faut savoir quand même que la conscience est immortelle. Donc, la mort n'existe pas pour la conscience. Et donc, on ne peut parler de passage de la vie et de la mort que pour le corps physique et que pour la matière. Or, nous ne sommes pas le corps physique. Le corps physique n'est qu'une image de notre conscience. On va le voir avec, justement, Régis Dutheil. Super, bon écoute, pour le moment, il n'y a pas d'autre. J'ai répondu de manière satisfaisante, par contre. Hein. Ah ben là, c'est parfait. Il me semble que j'étais un peu à côté, mais enfin bon. Ah non, c'est simple et c'est efficace. Si la fin de la vie, pour la plupart des humains, c'est la fin du corps, ouais. Et en fait, nous sommes éternels, et en tant qu'êtres, nous n'avons pas de fin de vie. Nous sommes immortels, effectivement. Changeons de corps. Voilà. D'où l'intérêt de savoir qui nous sommes, parce que
quand nous savons que nous sommes la conscience et que la conscience est omnisciente, omnipotente, omniprésente et qu'elle est immortelle, on a déjà un tout petit peu moins peur, on est un peu moins stressé, on sécrète moins d'hormones de stress et on est moins malade. Parce qu'on sait que la mort n'existe pas. Mais ça, c'est bien beau sur le plan théorique, mais après, il faut le vivre. Et c'est pour ça que les gens qui ont vécu une expérience de mort clinique et qui sont revenus, les gens, là, ont vécu l'expérience. Et comme par enchantement, ces gens-là qui reviennent d'une mort clinique n'ont plus du tout peur de la mort, parce qu'ils l'ont expérimenté. Voilà. Oui, c'est vrai que même si on sait qu'on nous sommes immortels, concrètement, on a quand même peur de perdre le corps, on a peur de perdre nos affaires physiques, on a peur de perdre des êtres proches. Oui, parce qu'on est identifié à notre corps, effectivement. Voilà, exactement. Parce qu'on a compris qu'on était peut-être la conscience, mais c'est intellectuel et ce n'est pas une expérience, ce n'est pas vécu. Ouais. C'est pas encore intégré pour le moment. Donc, on peut continuer. Alors, on continue avec le professeur Régis Dutheil, qui est médecin, qui était professeur de physique et qui, lui, amenait une vision intéressante qui reposait sur des travaux d'un autre physicien qu'on appelle Gerald Feinberg, et qui disait qu'il y avait des particules qui étaient toujours au-dessus de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire superlumineuses. Des particules, donc notre conscience serait constituée de particules superlumineuses. C'est-à-dire ce serait une matière, mais qui irait plus vite que la vitesse de la lumière. Et que par contre, notre corps physique est constitué de bradyons, c'est des particules qui sont toujours en dessous de la vitesse de la lumière. Et le passage entre la conscience superlumineuse et le corps sous-lumineux, le passage de l'information entre les deux se fait par l'intermédiaire de photons qui sont toujours à la vitesse de la lumière. Et du coup, Dutheil dit que si vraiment on pense qu'on est ce corps sous-lumineux, quand on vit cette expérience, donc les événements de notre vie se confondent avec le temps. Nous avons la sensation du temps qui s'écoule en tant que corps physique. On a une notion, alors s'il y a un avant, un pendant et un après, il y a forcément une notion de causalité, c'est-à-dire il y a avant qui est la cause et après il y a l'effet. Et donc l'effet est toujours après la cause. Voilà. Et donc ça, c'est la perception du côté du corps physique, du côté de la matière, et c'est une perception qui est vraiment très limitée de la réalité. Et donc, par contre, si on perçoit du côté de la conscience, c'est un peu ce qu'ont vécu les gens qui ont vécu une expérience de mort clinique, eh bien, donc, puisque la conscience est à une vitesse illimitée au-dessus de la vitesse de la lumière, alors, au-dessus de la vitesse de la lumière, évidemment, le temps ne s'écoule plus. C'est comme si tous les événements arrivaient en même temps. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avant, ni de pendant, ni d'après. Et donc, il n'y a pas de notion de causalité. Alors, je vous signale quand même que la causalité, c'est une des bases de la physique officielle classique et que ça, c'est fortement remis en question par la physique quantique. Et donc, à ce moment-là, si on se place du point de vue de la conscience matière superlumineuse, on a une approche intuitive et cette approche intuitive donne de bien meilleurs résultats que la méthode expérimentale de la physique classique. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu pour le point de vue de Régis Dutheil. Donc, c'est intéressant et moi, ça m'a beaucoup intéressé puisque finalement, ça veut dire que, en fait, le corps physique n'est qu'une image holographique de la conscience. C'est la conscience qui passe à travers le mur de la lumière et qui se projette en dessous de la vitesse de lumière sous forme d'une image holographique. Et on verra que dans ma technique, on est obligé d'en tenir compte parce que c'est un fait et que le corps a une structure holographique et obéit aux lois de l'holographie. Et ça va avoir des conséquences très concrètes sur le plan des soins et sur le plan de la technique de la libération holographique du cœur péricarde. C'est d'ailleurs pour ça que je l'appelle libération holographique du cœur péricarde. Et donc moi, l'expérience que j'ai en termes de soins
je pense que l'hypothèse de Régis Dutheil a quelque chose de vrai et en tous les cas, cette manière de voir les choses me permet d'atteindre des résultats que je n'aurais pas si je n'avais pas compris cet aspect des choses. Voilà. Alors, ça, on a vu en fait on a vu précédemment tout ce qui concerne l'éther. Ensuite, on a vu que la conscience superlumineuse de Régis Dutheil, c'est une autre manière de voir la conscience. Et une troisième manière de voir la conscience, c'est avec Rupert Sheldrake qui parle de la conscience du champ morphogénétique qui génère la forme, en fait, hein, morphogénétique. Voilà, donc Rupert Sheldrake, docteur en biochimie et chercheur. Donc, il est comme la plupart des nouveaux scientifiques, il dit que le cerveau ne stocke pas l'information, mais que c'est un émetteur-récepteur, hein, tout simplement, et que il est au courant de certaines, quand on va parler d'holographie, et je vais en parler lors d'une conférence, on va faire une conférence complète sur l'holographie, et donc on voit bien qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur le cerveau, dans lesquelles on faisait parcourir à des rats des labyrinthes, et donc ils mémorisaient le labyrinthe, et donc ils arrivaient à parcourir ce labyrinthe dans un temps qui était très court par rapport aux rats qui n'avaient pas l'expérience. Et donc ils se sont amusés à détruire progressivement plusieurs endroits du cerveau du rat, et ça n'influençait absolument pas sur sa mémoire. Autrement dit, simplement ça explique que la mémoire, elle est holographique et elle n'est pas localisée dans un endroit du cerveau. Et ça, on en a les preuves maintenant. Donc voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que vraiment le cerveau n'est pas du tout un lieu de stockage de l'information. Donc c'est un émetteur-récepteur qui est en relation avec la bande de données du champ morphogénétique. Hein. Donc le champ morphogénétique, c'est lui qui stocke. Donc, ce serait l'équivalent du champ du vide quantique, tout simplement. Alors, l'information se transmet par résonance morphique. Donc, c'est le même principe, je vous ai expliqué, deux guitares l'une à côté de l'autre. Si vous pincez la corde de La d'une guitare, il y a la corde de La de l'autre guitare qui se met à vibrer. Et c'est comme ça que passe l'information, par résonance. On avait vu ça récemment. Donc, le champ morphique ou morphogénétique, c'est un champ d'information. Donc, ça se recoupe avec le champ de l'information, avec le champ du vide quantique. Or, lui, il parle d'un champ d'information par communauté, notamment, par exemple, la communauté des êtres humains. Il y a un champ qui correspond aux êtres humains. Et donc, ce champ, c'est un lieu de connexion instantanée entre tous les membres de cette communauté. Et donc, ce champ morphogénétique qui correspond à l'être humain permet à tous les êtres humains de communiquer entre eux. Donc, ce champ s'appelle morphogénétique parce qu'il donne la forme, il informe, il enforme, il donne la forme simplement au corps physique. J'avais expliqué l'expérience avec la limaille de fer, c'est le champ magnétique qui donne la forme à la limaille de fer. Bon, ça c'est juste un petit rappel par rapport à ce que j'avais déjà expliqué comme expérience. Alors donc, il y a une chose qui l'amène de nouveau, par contre, dans le champ de conscience, c'est que son champ de conscience, il est envisagé dans un esprit évolutionniste, c'est-à-dire qu'il est capable de stocker de l'information et d'évoluer, c'est-à-dire d'apprentissage quelque part. Et donc, ça rejoint aussi les travaux de Carl Gustav Jung, qui est connu, et donc qui parlait de l'inconscient collectif. Alors là, c'est toujours la même chose, on parle du champ de l'être humain, tout simplement. Et donc, on peut avoir accès à cet inconscient collectif et avoir des images qui sont ramenées à la conscience, qui n'appartiennent pas à l'expérience propre de l'individu, mais qui viennent de l'expérience d'autres êtres humains. Voilà, donc chaque conscience individuelle de chaque être humain est connectée au champ de conscience collectif de l'humanité, et donc chaque individu, chaque être humain puise de l'information, mais donne de l'information
au champ collectif. Voilà un petit peu donc les travaux de Rupert Sheldrake qui correspondent à une part des travaux de Gustav Jung. Et donc, il dit que la mémoire au sein des champs morphiques est cumulative. Donc, c'est la répétition qui permet de s'inscrire. Alors, ce qui permet. Alors, ces histoires-là, il faudrait que je développe un peu, mais je ne vais pas avoir le temps ce soir. Alors, simplement, quand il y a répétition, il y a des réactions chimiques qui ont lieu plus facilement parce qu'il y a eu une répétition. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Donc, ça voudrait dire, d'après Rupert Sheldrake, qu'il y a effectivement plusieurs champs de conscience et que ces champs de conscience sont empilés les uns dans les autres comme des poupées gigognes. Donc, il y aurait donc le champ propre, donc c'est le champ morphogénétique personnel. On verra que dans d'autres traditions, on cite plusieurs champs personnels. Donc, pour l'instant, Rupert Sheldrake parle d'un champ personnel qui est à l'intérieur d'un champ familial, qui lui-même est à l'intérieur du champ de la société. Hein. Par exemple, ça peut être du village ou du pays, et qui lui-même est dans un champ, le champ morphogénétique de l'espèce humaine, par exemple. Voilà, donc ça nous rappelle eh bien, que la tradition védique parlait un petit peu de la même chose, puisqu'elle parle des corps subtils ou auras, et ça depuis 600 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est une architecture, on parle quelque part un petit peu d'anatomie de la conscience, quelque part, hein, depuis un certain temps. Et donc, elle décrivait 5 koshas, et donc le corps physique et 4 corps subtils. Alors, bon, on voit un petit peu sur cette image ce que ça donne. C'est des images qui sont connues. Donc, ça voudrait dire, d'après cette tradition, qu'il y a plusieurs champs de conscience pour un individu. Il y a donc une anatomie précise et il y a peut-être un fonctionnement précis qui serait intéressant de comprendre. On appelle les chakras les centres spirituels. C'est des points de jonction entre les canaux d'énergie, entre les nadis. On décrit 7 chakras principaux, mais en fait, il y a des centaines et des milliers de chakras secondaires, c'est-à-dire de croisements entre les méridiens ou les canaux d'énergie qu'on appelle nadis. Voilà. Alors, donc, quelque chose qui semble confirmer tout ça, c'est il y a des chercheurs donc russes, bien entendu, qui ont découvert l'effet Kirlian en 1939 et donc se sont amusés à faire des photographies de l'aura humaine. Et là, ils ont notamment fait une photographie avec une feuille et vous voyez qu'on voit à gauche l'aura de la feuille et que cette feuille a beau avoir été coupée, ben, l'aura est toujours intacte, c'est-à-dire finalement le champ morphogénétique de cette feuille, et lui, il est toujours le même et il n'a pas changé. Alors, ce qui explique que quand des êtres humains sont amputés, on parle du membre fantôme, ben, le membre fantôme, c'est peut-être tout simplement le champ morphogénétique. Alors voilà, donc maintenant si on vient sur des scientifiques un peu plus récents, et notamment Bruce Lipton qui est le père de l'épigénétique, on va commencer à parler d'esprit. Alors le champ de conscience serait l'esprit, et donc Bruce Lipton décrit en tous les cas pour l'être humain plusieurs esprits. Il y aurait l'esprit conscient et l'esprit subconscient, et donc ce sont des champs qui sont en relation avec une partie du cerveau par l'intermédiaire de l'eau. Alors, le champ de l'esprit conscient correspondrait donc à l'avant du cerveau. C'est le siège des pensées positives pour créer, c'est-à-dire c'est là qu'on décide de ce qu'on veut créer. C'est le cortex préfrontal, c'est les lobes préfrontaux si vous préférez. Et donc, qu'il compare à un mini-ordinateur, parce que c'est bien beau de stocker l'information, mais à un moment donné, on va traiter l'information et ça va servir à quelque chose.
et on va parler d'ordinateur, du cerveau qui est un ordinateur. Et donc, ce cortex préfrontal, c'est un mini-ordinateur qui est très limité en puissance, puisqu'il ne peut gérer que 40 impulsions nerveuses par seconde et qu'il ne fonctionne que 5% du temps. Autrement dit, on ne fonctionne avec le conscient que 5% du temps et c'est extrêmement limité. Donc, on a une perception très limitée de la réalité et donc on peut décider d'une manière très limitée de ce qu'on a envie de vivre. Et puis, il y a l'esprit subconscient qui correspond à l'arrière du cerveau. Donc, ce champ qui correspond à l'arrière, qui communique avec l'arrière du cerveau et donc qui correspond à nos automatismes, à nos habitudes, à nos apprentissages, aux croyances, aux entraînements, aux conditionnements. Voilà. Et donc, souvent, ce cerveau n'est pas programmé de manière très positive. Et donc, le problème, c'est que ce cerveau arrière, c'est un ordinateur qui est énorme, qui est 1 million de fois plus puissant que l'esprit conscient. Et il peut traiter 40 millions d'impulsions nerveuses par seconde. Et le problème, c'est qu'il fonctionne 95% du temps. Et si on fonctionne 95% du temps avec l'esprit subconscient et que cet esprit subconscient est programmé négativement, évidemment, ça va poser quelques problèmes et notamment, nous allons pouvoir créer à partir de là une réalité matérielle sous forme d'un corps physique et d'un environnement matériel qui n'est pas très favorable. Alors maintenant, on passe dans une autre tradition qui va décrire encore plusieurs champs de conscience, la tradition d'Hawaï de Ho'oponopono, et donc ils décrivent 4 esprits. Et donc j'aime beaucoup Ho'oponopono parce que cette technique est basée finalement sur de la physique quantique et tient compte des lois de la physique quantique. Alors donc dans cette technique, ils décrivent 4 esprits. L'esprit divin, donc ce serait le champ de l'information, le champ du vide quantique, l'esprit supraconscient ou superconscient, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Alors évidemment, dans cette tradition, on dit que les décisions, on pense que les décisions viennent de l'esprit conscient, mais en fait, on s'est rendu compte que ces décisions ne venaient pas de l'esprit conscient, mais de l'esprit subconscient. Et donc, que nous avions, si nous fonctionnons avec un esprit conscient limité à ce point-là, nous avons une vision très limitée du monde. Et donc, effectivement, cet esprit conscient, qui correspond aux lobes préfrontaux, ne capte que 15 informations sur 15 millions qui arrivent à chaque seconde. Alors, ça veut dire que l'esprit conscient ne peut pas résoudre les problèmes et que, par contre, lui, il a un rôle dans le fait d'amorcer un processus pour résoudre les problèmes. Et donc, c'était le processus d'Ho'oponopono. Alors, en fait, pour Ho'oponopono, l'esprit subconscient, c'est l'entrepôt de toutes ces mémoires accumulées depuis le début de la création. Et donc, c'est des mémoires très souvent négatives. L'esprit conscient demande à l'esprit divin de transmuter ces informations, ces mémoires. Et donc, l'esprit divin envoie une énergie de transmutation qui arrive dans le subconscient, neutralise les mémoires et libère du stockage, provoquant un vide. Donc là, vous voyez que Ho'oponopono nous propose une solution pour retirer les mémoires négatives. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça très intéressant puisque je m'en sers et que je m'en sers notamment pour retirer les mémoires qui sont cellulaires. Alors, dans un premier temps, quand on ouvre les cellules, eh bien, les mémoires sortent des cellules. Et dans un deuxième temps, ces mémoires qui sont sorties des cellules restent dans les corps subtils. Et donc, une fois que ces mémoires sont bloquées dans les corps subtils, eh bien, il est nécessaire de les faire sortir des corps subtils. C'est ce que je fais dans ma technique. Donc, évidemment, toutes ces données que je vous donne m'ont beaucoup inspiré dans la technique que je pratique. Donc voilà, toujours dans la tradition Ho'oponopono, on dit que l'esprit subconscient est en unité avec le Créateur divin, que l'esprit supraconscient
surveille l'esprit conscient et l'esprit subconscient, et que donc il révise toutes les demandes qu'on fait avec notre conscient à l'intelligence divine. Donc, l'esprit conscient, l'esprit divin reçoit les demandes de l'esprit, envoie l'énergie de transmutation dans l'esprit supraconscient, et donc les informations, les mémoires négatives sont transmutées. Alors, donc, maintenant, ce qui m'a intéressé aussi, quand on parle de conscience, on parle de conscience qui évolue, et Rupert Sheldrake le dit, puisqu'il dit que ces champs morphiques sont envisagés dans un esprit évolutionniste. Et donc, une autre personne intéressante parle aussi d'évolution et de conscience et d'évolution de la conscience, et notamment Grabovoi, que vous connaissez certainement. Alors, lui, il a une... Donc, c'est un Russe, bien entendu. Donc, il est diplômé de la faculté de mathématiques appliquées et de mécanique, docteur ex sciences en physique mathématique. Il est diplômé de la faculté de médecine. Il a été conseiller au service de l'aviation fédérale russe. Alors, notamment, c'est quelqu'un qui a des capacités médiumniques et qui voit les choses. Et il a utilisé ses fonctions pour les mettre au service de l'aviation fédérale russe. C'est-à-dire quand il y avait une panne dans un avion et qu'on n'arrivait pas à la trouver, eh bien, lui, il la voyait immédiatement et ses conseils étaient infaillibles dans 100% des cas. Il a intervenu notamment pour faire des réparations à distance au niveau de la station Mir et au niveau de la navette Atlantis. Donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement connu et qui, en plus, était guérisseur. Alors, le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il s'est présenté aux élections contre Poutine et qu'il s'est retrouvé en prison. Bref, il décrit 4 structures fondamentales dans l'être humain. Il décrit donc, pour lui, il y a l'âme, la conscience, l'esprit, le corps physique. Vous voyez que lui, il commence à trier les choses parce qu'on parle de conscience, on parle d'âme, on parle d'éther, on parle de substrat. On ne sait plus comment s'y retrouver. Et lui donne, en tous les cas, une classification et essaye d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Bref, c'est de l'anatomie de la conscience dont il parle. Alors, l'âme, il dit que c'est une structure informationnelle universelle et individuelle, qu'elle contient toutes les connaissances, qu'elle est sage et évoluée, qu'elle est invulnérable, indestructible et immuable, immortelle, je suppose. Elle passe de vie en vie avec toutes ses connaissances. C'est l'âme qui guide la conscience et qui crée notre réalité. Alors ça, c'est juste ce que dit Grabovoi par rapport à l'âme. Alors l'esprit, il dit que c'est différent. La substance, c'est la substance vivante qui véhicule l'information autour de nous. Donc, il dit que l'esprit, c'est l'âme en action. Après, il dit qu'il y a le corps physique. Et il dit que le corps physique est le reflet de l'âme. Alors, qu'est-ce qui se projette à travers le mur de la lumière? Est-ce que c'est l'âme qui se projette à travers le mur de la lumière pour donner le corps physique? Le corps physique contient aussi toutes les connaissances, puisqu'il est le reflet de l'âme. Alors, on a toutes les informations dans le corps physique. Et c'est par la conscience que l'âme agit sur le corps physique et sur toute la réalité. Donc, après, on parle de la conscience et là, donc, on retrouve 3 types de conscience. Il y a la conscience divine qui est déjà à la norme. Alors, il faut savoir que quand Grabovoi dit à la norme, ça veut dire à la perfection. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un de normal, statistiquement normal, en général, la moyenne statistique, elle est plutôt pathologique et elle est plutôt basse. Mais quand on parle de statistiquement, quand on parle de normes relativement à notre capacité de bien-être, à 100% de notre capacité de bien-être, là, on appelle ça la perfection. Et donc, Grabovoi emploie le terme à la norme pour décrire la perfection. Donc, la conscience divine est déjà dans la perfection.
elle est parfaitement évoluée, donc il n'y a pas de problème, elle n'a pas évolué puisqu'elle est déjà parfaitement évoluée. La conscience individuelle, par contre, elle, n'est pas parfaitement évoluée et elle évolue. Elle est en cours de structuration et c'est pendant l'évolution, c'est elle qu'on structure et qu'on développe lors de l'évolution. Et donc, il y a la conscience collective qui est la moyenne de toutes les consciences humaines et donc qui forcément est relativement basse et qui est en cours d'évolution. Alors, le principe pour Grabovoi, c'est de dire que l'évolution de l'être humain, c'est justement de structurer sa conscience individuelle non structurée et donc, par conséquent, de structurer la conscience collective et donc le corps physique et l'esprit. Donc, là où il m'a intéressé aussi, c'est que, vous savez, on a vu que la conscience était créatrice et on s'est posé la question du mode d'emploi, comment on s'y prend pour créer avec la conscience. Et c'est un sujet qui a passionné donc Grabovoi et il donne déjà des réponses par rapport à ça. Donc, il m'intéresse à ce titre-là et il dit que finalement, la création de la réalité, c'est la matérialisation de l'événement, c'est-à-dire de densifier une probabilité informationnelle en réalité matérielle. Donc, on sait que l'information dans le vide quantique, ce sont des probabilités. Et donc, le fait de densifier cette probabilité informationnelle en réalité, ça peut être une voie de recherche par rapport au mode d'emploi. Alors, il faut savoir aussi qu'ils ont trouvé qu'on pouvait… Alors, nous créons notre réalité toutes les 10 puissance moins 17 secondes. Je ne sais pas si vous voyez, nous créons notre réalité sous forme du monde matériel, c'est-à-dire de notre corps, mais de l'univers matériel toutes les 10 puissance moins 17 secondes, c'est-à-dire énormément de fois par seconde. Et là où c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut à chaque instant donc changer la réalité. Et donc, voilà où ça devient intéressant. Et le problème, c'est que nous créons notre réalité, c'est clair, que ce soit conscient ou inconscient, on le sait déjà. Mais le problème, c'est de savoir quelle partie de notre anatomie de la conscience crée. Alors, si c'est la conscience en cours de structuration et si cette conscience en cours de structuration est évoluée, c'est-à-dire qu'elle est plus structurée et développée que la conscience collective, à ce moment-là, c'est bien cette conscience personnelle en cours de structuration qui va choisir l'événement qu'il veut matérialiser à chaque instant. Et donc, on va créer notre vie en conscience volontairement à chaque instant. Donc, on va faire des choix harmonieux puisque ce sont des choix conscients en tout temps. Donc, voilà l'intérêt d'avoir une conscience évoluée parce que si notre conscience n'est pas évoluée, eh bien, ce n'est plus notre conscience personnelle en cours de structuration qui va créer l'événement, mais c'est la conscience collective. Or, comme la conscience collective est à un niveau très bas, eh bien forcément, la création ne va pas être aussi belle que si c'est une conscience évoluée qui l'a créée. Alors, donc, on peut conclure de ça que, évidemment, ça va être important de savoir que la conscience est créatrice, que la conscience est une, mais de savoir que la conscience est en évolution et qu'il est nécessaire de veiller à l'évolution de notre conscience, ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. C'est la raison pour laquelle je réfléchis beaucoup pour faire une conférence uniquement sur ce thème. Voilà. Et donc, si on arrive à structurer, développer notre conscience personnelle en cours de structuration, eh bien, on va avoir un impact sur la conscience collective et on va monter le niveau collectif. Voilà. Alors, on arrive tout doucement vers la fin. Peut-être qu'on peut prendre une question? Tout à fait, volontiers. Parfait, parfait. Donc, nous avons Jean-Luc qui nous dit « Bonjour, que pensez-vous des champs de Pinel, relation entre le cerveau et l'éther ?» Ah, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas étudié ça à fond. Mais il me semble qu'il est dans la bonne voie, Pinel. Je crois qu'il a fait beaucoup de mathématiques par rapport à ça.
Et je me rappelle plus exactement, j'ai lu quelque chose sur lui. Je peux difficilement répondre à cette question parce que j'ai un problème de mémoire par rapport à ça. D'accord, bah, tu as répondu, de toute façon. En tous les cas, de par mon intuition, parce que je pense que ça va vraiment dans la bonne direction, ce qu'il a découvert. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, c'était principalement la question. Après, il y a des personnes qui parlent entre eux, donc ça, c'est très bien, mais il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Il y a Bébédo qui dit, alors, que je n'écorche pas les noms, Grégory Petrovitch rejoint Gilman, donc Philippe Gilman, j'imagine. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Philippe Gilman, donc j'en pense rien. Ok. Voilà. Très bien. Ben voilà, c'est la dernière question qui est arrivée. Quand c'est blanc, c'est blanc. Hein. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Hein. Je ne suis pas encore conscient de ma divinité parfaitement. Voilà. Voilà. Alors, donc simplement, donc je viens de vous parler des champs de conscience ce soir. Hein. Et donc, je pense que ce sujet est fondamental. Et bon, tous les grands physiciens s'accordent pour le dire, même s'il n'y a pas de définition scientifique de la conscience. En tous les cas, je pense que c'est l'avenir, en tous les cas, dans la recherche. Et tous ces physiciens le disent tous, hein, ils sont tous unanimes par rapport à ça. Ils disent la matière est une illusion et que, in fine, seul compte la conscience, avec son corollaire qui est l'information. Alors, je peux lire quelques textes de grands physiciens, quand même, qui vont dire, je considère Max Planck, hein, qui est quand même, c'est de lui qu'a commencé la physique quantique. Je considère la conscience comme une chose fondamentale. Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Toutes les choses dont nous parlons, que nous désirons, que nous considérons comme existantes, postulent qu'il y a de la conscience. L'esprit est la matrice de toute matière. Hein, c'est la conscience qui crée, bien sûr. Niels Bohr, toute chose que nous qualifions de réelle est faite de choses que nous ne pouvons pas considérer comme réelles. Rien n'existe tant qu'une mesure n'a pas été faite. Quand nous mesurons quelque chose, nous forçons un monde indéfini et indéterminé à prendre une valeur expérimentale. Nous ne mesurons pas le monde, nous le créons. Alors, effectivement, c'est pas l'appareil de mesure qui crée, mais c'est la conscience qui regarde l'appareil de mesure. Ça, donc, on le verra après, notamment avec Eugène Wigner, qui est prix Nobel de physique et qui dit « Lorsque la théorie physique fut étendue via la création de la mécanique quantique, afin d'englober les phénomènes microscopiques, le concept de conscience revint au premier plan. Il n'est pas possible de formuler les lois de la mécanique quantique de manière complètement cohérente sans faire référence à la conscience. » Schrödinger, il dit « L'unité et la continuité du Vedanta se reflètent dans l'unité et la continuité de la mécanique ondulatoire. Ceci est entièrement cohérent avec le concept tout dans l'un du Vedanta. La multiplicité des choses n'est qu'apparente car en vérité il n'existe qu'un seul esprit. Alors cette multiplicité des champs de conscience, hein, la physique quantique nous révèle donc l'unité de base de l'univers. Il n'existe aucun cadre de pensée au sein duquel nous pourrions avoir la conscience comme plurielle. C'est juste quelque chose que l'on construit en raison de la pluralité temporelle des individus, mais ceci est une fausse construction. Alors évidemment, ça c'est la pluralité temporelle des individus, c'est quand on a une vision matérialiste vue du côté du corps humain qui est en dessous de la vitesse de la lumière. Mais dès qu'on est du point de vue de la conscience, on est au niveau superlumineux et donc tout existe en même temps. Bohm qui dit, David Bohm, en principe, cette réalité forme un tout indivisible, et ce en incluant l'univers tout entier, avec tous ses champs et toutes ses particules. Partir d'une intégrité non divisée signifie cependant que nous devons nous défaire de l'ordre mécanistique, c'est-à-dire de la conception matérialiste de la réalité. On arrive enfin à la fin, et donc la prochaine conférence. Alors, on va parler du champ du vide parce que ça me semble d'être relativement important. On va découvrir lors de la prochaine conférence les travaux de Nassim Haramein qui établit un lien entre la matière, le vide, l'information, la conscience et la gravité.
Voilà Nassim Haramein. On va en parler dès la prochaine fois. Alors, accrochez-vous, la prochaine fois, ce sera un peu technique. Et donc, Nassim Haramein nous dit: je peux maintenant prouver que le champ morphogénétique de Rupert-Sheldrake existe et qu'il est à la source de la masse et de la gravité. Voilà, je vous remercie pour ce soir. Et puis, s'il y a quelques questions, posez-les. Sinon, je vous parle des prochains événements. Alors, pour le moment, il y a Bébédo qui t'expliquait, en fait, Philippe Guillemant. Oui. C'est la route du temps, c'est un physicien du CNRS. Ah, d'accord. Voilà, comme ça, vous avez tous l'info. Okay. Et non, en effet, il n'y a pas de questions. Donc, tu peux nous donner l'actualité. Donc, si tu te déplaces, s'il y a des stages. Le 3 novembre, je serai à Paris, au Parc Floral de Paris. Je crois que c'est le salon, je ne me rappelle plus. La Marjolaine, non? Marjolaine, exactement. Voilà. Donc, je donnerai une conférence à 11h30, une conférence publique, mais je n'aurai pas de stand. Hein. C'est juste le 3 novembre à 11h30. Ensuite, notre prochaine Vibra-conférence avec toi, Gwénoline, ce sera le 5 novembre. Le 8 novembre, je vais donner des stages à Saint-Sauvent, donc près de Poitiers. Donc, si vous voulez faire la formation, vous pouvez encore vous inscrire, il reste de la place. Le 5 décembre, on aura une nouvelle Vibra avec toi, Gwénoline. Et le 11 décembre, je ferai une conférence directement depuis mon site internet. Voilà pour les prochaines choses, les prochaines activités. Sinon, vous avez toujours accès à mon site. En page d'accueil, vous avez toutes les vidéos. Et puis, voilà la page d'accueil. Vous voyez, elles sont toutes dans l'ordre. Il faut les regarder dans l'ordre précis. Je vous rappelle que je donne des consultations en physique, donc en Vendée, que je donne des consultations également à distance, mais que je donne aussi des consultations en physique à Paris et en Suisse, et que donc cette technique que j'ai créée, eh bien, je suis formateur et je peux vous former à cette technique. Donc, c'est 6 stages de 3 jours. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Parfait, donc je te remercie. Donc, on vous remercie aussi pour toutes vos questions, tous vos commentaires. Donc, on a Catherine qui dit un grand merci. Donc, voilà, il y a Bébédo qui dit que la personne dont on parlait avant a des vidéos au cas où on veut regarder. D'accord. Voilà, et donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que la prochaine conférence sur Gwénoline TV, c'est le 29 sur les ondes, donc ça va être très intéressant. Et je ne pense jamais à le dire, mais vous savez, j'ai un Instagram, je ne sais pas si vous allez sur Instagram, et donc je suis avec vous tous les jours, je publie des stories très intéressantes, donc c'est des courtes vidéos qui peuvent vous apporter, que ce soit sur la naturopathie, les choses que je découvre. Et bien sûr, je suis toujours active sur Facebook. Donc, voilà, vous retrouverez toutes les conférences, de toute façon, dans les événements, toutes les prochaines dates dans les événements, y compris Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, un grand, grand merci. C'est très, très intéressant, très instructif. Merci pour toutes tes recherches, de les partager. Merci à toi aussi de transmettre et de permettre que ce partage puisse avoir lieu. Avec joie. Donc, écoutez, on vous embrasse très fort. On vous souhaite une jolie soirée et prenez soin de vous. Et merci à toutes et à tous. Et à la prochaine.